On parle souvent de guerre comme si c'était toujours des missiles, des chars ou des soldats. Mais aujourd'hui, il y a une autre guerre, bien plus discrète, bien plus sournoise. Celle qui se joue sur nos réseaux, nos infrastructures, nos écrans. Ce que je vais vous montrer, c'est comment l'Iran, Israël et les États-Unis se livrent une véritable guerre dans le cyberespace. Pas une guerre future, pas une guerre imaginaire, mais une guerre bien réelle, qui se déroule en ce moment. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Qui attaque? Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, j'y publie encore plus d'infos utiles et intéressantes. Je vous conseille aussi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est là que je vous expliquerai comment tout ça nous concerne directement et quelle est la place de la France, avec ces super hackers trop forts dans ce jeu. Franchement, si on m'avait dit il y a une dizaine d'années que l'Iran allait devenir l'un des gros joueurs du cyberespace, je l'aurais pas cru. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis genre 2010, ils ont compris que les guerres classiques, avec des tanks et des soldats, ça coûtait super cher et ça marchait pas toujours. Alors ils ont commencé à mettre de l'argent dans les hackers, dans la formation, dans les outils, pour attaquer les réseaux ennemis. C'est pas arrivé du jour au lendemain, hein. Mais petit à petit, ils ont monté leur niveau. Et maintenant, ils sont carrément dans le top. On parle pas de 2 ou 3 mecs dans une cave, hein. On parle de structures bien organisées, souvent liées à l'État, avec des gens qui bossent tous les jours là-dessus. En gros, l'Iran a pigé que pour faire mal à un pays sans déclencher une vraie guerre, bah faut viser ses systèmes informatiques. Et c'est ce qu'ils font. Ils testent, ils attaquent, ils apprennent. Et aujourd'hui, quand tu vois une grosse attaque quelque part dans le monde, il y a des chances que l'Iran soit pas très loin. L'Iran investit massivement dans le cyberespace, avec un budget annuel dépassant 1 milliard de dollars pour ses capacités cybernétiques, incluant des programmes de formation et de recrutement de hackers. Les hackers iraniens sont souvent formés dans des universités locales, certaines étant affiliées au ministère de la Défense ou aux gardiens de la Révolution. Le recrutement se fait parfois par des méthodes coercitives, et les salaires varient selon les compétences et les missions. Alors, ce nom-là, Cyber Strangers, on dirait un truc sorti d'un mauvais film de super-héros, mais c'est pas du tout pour rigoler. Ce sont des hackers qui bossent pour les intérêts de l'Iran, ou en tout cas, qui sont alignés avec eux. Officiellement, l'Iran dit toujours non, non, c'est pas nous, mais dans les faits, tout le monde a compris qu'ils sont liés aux gardiens de la Révolution. C'est un peu leur bras numérique, tu vois. Ils ont commencé à vraiment se faire connaître autour de 2020-2021, quand ils ont attaqué des infrastructures en Israël. Et je parle pas de petits sites web ou des trucs symboliques, hein. Non, ils ont visé des trucs sérieux, comme des systèmes d'eau, de gaz, de transport. Leur objectif, c'est de semer le chaos, mais sans envoyer de missiles. Juste avec des lignes de code. Ils sont malins. À chaque attaque, ils balancent des messages bien provoquants sur Telegram, sur Twitter. Genre, regardez ce qu'on a fait, avec des captures d'écran et tout. C'est pas juste pour casser quelque chose, c'est aussi pour faire peur, pour envoyer un message clair. En mode, vous êtes vulnérable, et on le prouve. Et c'est pas des amateurs. Ces mecs-là savent ce qu'ils font. Ils utilisent des failles qu'on connaît pas encore, ils s'introduisent dans des réseaux industriels, et parfois ils laissent même des messages dans les panneaux d'affichage électronique, comme une signature. C'est comme s'ils voulaient dire « On est passé chez vous et on peut revenir quand on veut ». Bref, Cyber Aftringers, c'est pas un délire de geek. C'est un vrai outil de guerre, utilisé pour attaquer sans qu'on puisse dire officiellement « c'est un acte de guerre ». Et le pire, c'est qu'ils deviennent de plus en plus bons à ce jeu. En vrai, c'est pas nouveau du tout cette histoire. L'Iran et Israël, ça fait des années qu'ils se détestent. Mais genre vraiment. C'est pas juste des embrouilles diplomatiques. C'est un vrai conflit qui dure depuis plus de 40 ans. Et ce conflit, il est partout, en politique, sur le terrain, dans les médias, et maintenant dans le cyberespace. Le truc, c'est que l'Iran voit Israël comme un ennemi stratégique numéro 1 dans la région. Et comme l'Iran peut pas forcément l'attaquer directement sans se prendre une guerre en retour, bah ils utilisent d'autres moyens. Le cyber, c'est parfait pour ça. Ça permet de viser des trucs sensibles, de foutre la pagaille, sans avoir à envoyer des avions ou des missiles. En plus, pour l'Iran, frapper Israël, c'est aussi envoyer un message à ses alliés, à ses ennemis,
à tout le monde. C'est une manière de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont forts, qu'ils peuvent frapper quand ils veulent. Et le pire, c'est que souvent, ils arrivent à faire des dégâts sérieux. Couper l'eau, désactiver des systèmes d'alerte, bloquer des réseaux. Tout ça, ils l'ont déjà fait. Et puis, il y a aussi la dimension symbolique. L'Iran veut montrer à son peuple qu'il tient tête à Israël, que c'est pas un pays faible, que c'est une puissance qui résiste. Donc, à chaque fois qu'ils arrivent à toucher quelque chose là-bas, même un petit truc, ils le montrent comme une victoire énorme. Ils font des communiqués, ils balancent des messages en ligne, histoire de bien marquer le coup. Bref, si tu veux comprendre pourquoi l'Iran cible autant Israël, c'est simple. C'est un mélange de politique, d'idéologie, de stratégie et de propagande. Et avec le cyber, ils ont trouvé une arme parfaite pour continuer ce combat sans forcément déclencher une guerre totale. Est-ce que les attaques ont des conséquences concrètes? Alors ouais, clairement. On a parfois l'impression que les cyberattaques, c'est juste des trucs techniques entre geeks, tu vois. Mais en vrai, ça a des effets bien réels. Il n'y a pas si longtemps, en Israël, il y a eu des coupures d'eau à cause d'une attaque. Genre, des systèmes de pompage qui ont été perturbés. Et ça a foutu le bazar dans plusieurs zones. Pas besoin de bombes pour paralyser un service essentiel. Ils ont aussi visé des panneaux d'affichage dans les rues, des trucs qui clignotaient avec des messages provoquants, ou même des sirènes d'alerte qui se déclenchent pour rien, en pleine nuit. Imagine le stress pour les gens qui se réveillent en pensant qu'ils vont se faire bombarder, alors que c'est juste un hack. Mais bon, l'effet psychologique, lui, est bien là. Et c'est pas que local. Une fois, des hackers liés à l'Iran ont attaqué une entreprise américaine qui s'occupait de distribuer du carburant. Résultat, des stations-service en panne, des files d'attente énormes, des gens bloqués. Tout ça, juste à cause d'un virus bien placé dans un réseau. Donc ouais, les attaques sont virtuelles, mais les conséquences, elles sont bien réelles. On parle de chaos dans les villes, de perturbations économiques, de panique chez les gens. Et ce qui est flippant, c'est que tout ça peut arriver sans qu'on entende une seule explosion. C'est silencieux, mais ça frappe fort. L'Iran utilise-t-il des groupes de hackers comme bouclier? Franchement, ouais. C'est exactement ce qu'ils font. L'Iran préfère pas toujours attaquer directement avec ses propres structures officielles. À la place, ils bossent avec des groupes de hackers qui sont plus ou moins indépendants, enfin, sur le papier. En réalité, tout le monde sait qu'ils sont liés d'une manière ou d'une autre aux autorités, souvent aux gardiens de la révolution. Ce genre de groupe, comme Cyber Aftringers ou d'autres, c'est super pratique pour eux. Parce que si jamais l'attaque est repérée ou que ça fait un scandale, l'État iranien peut tranquillement dire « Ah non, c'est pas nous, c'est un groupe militant, on n'est pas responsable ». Et voilà, ils évitent les représailles directes, tout en continuant à faire pression. C'est comme un masque numérique. T'as un groupe qui fait le sale boulot, qui prend les risques, et derrière, t'as l'État qui tire les ficelles sans se mouiller. Et souvent, ces groupes-là, ils sont basés en Iran. Ils ont accès à des outils super avancés, et bizarrement, ils sont jamais inquiétés chez eux. C'est pas une coïncidence. En plus, ils recrutent un peu partout. Parfois dans les universités, parfois sur les forums. Il y en a qui bossent pour l'argent, d'autres pour des raisons idéologiques. Mais au final, ça permet à l'Iran de mener une guerre numérique sans se mettre en première ligne. Et ça, c'est super malin de leur part. Les États-Unis, ils sont pas juste spectateurs dans cette histoire. Ils sont carrément au cœur du jeu. Depuis des années, ils surveillent tout ce qui se passe dans le cyberespace, et quand ça touche l'Iran, ils sont toujours dans les parages. Faut pas oublier que ce sont eux, avec Israël, qui ont lancé l'un des premiers vrais virus militaires, Stuxnet, au tout début des années 2010. J'ai fait une vidéo à part sur ce virus, je te conseille d'aller la voir. Ce truc-là avait carrément saboté les centrifugeuses nucléaires iraniennes. Depuis ce jour-là, les Iraniens ont la rage, et ils ont décidé de se renforcer. Mais les Américains, c'est pas juste des attaquants, ils sont aussi des cibles. L'Iran a déjà mené plusieurs attaques contre des structures, chez eux, comme des hôpitaux, des entreprises d'énergie ou des réseaux de transport. Une fois, ils ont même réussi à toucher un pipeline, et ça a foutu la pagaille dans plusieurs États. Le truc, c'est que les Américains le savent très bien. Ils savent que l'Iran peut frapper à distance, sans prévenir. Et du coup, Washington joue sur deux tableaux. D'un côté,
ils renforcent leur défense, ils balancent des budgets énormes pour sécuriser leur système, former des experts, surveiller les menaces. Mais de l'autre, ils gardent aussi leur capacité d'attaque bien prête. Parce que dans ce monde-là, c'est pas juste une question de se défendre. Faut aussi être capable de répondre, et vite. En gros, les États-Unis, ils sont un peu comme les grands flics du cyberespace, mais armés jusqu'aux dents. Et face à eux, l'Iran essaie de jouer malin, d'avancer masqué. Mais le jeu est loin d'être équilibré. Il y a énormément de tensions, et tout le monde attend juste le prochain gros coup. Pourquoi les cyberattaques sont devenues une arme stratégique? C'est simple, en fait. Les cyberattaques, c'est l'arme parfaite pour notre époque. T'as pas besoin d'envoyer des soldats, t'as pas besoin de missiles, tu fais tout à distance, planqué derrière un écran. Tu peux toucher un pays, lui faire mal, bloquer ses hôpitaux, ses usines, ses centrales, et le pire, c'est que souvent il peut même pas prouver que c'est toi. C'est ça qui rend le truc hyper puissant. Avant, pour faire pression sur un pays, fallait des années de guerre ou des embargos économiques. Maintenant, en quelques heures, tu peux paralyser tout un réseau, créer la panique, faire perdre des millions. Et comme c'est pas visible, comme il n'y a pas de fumée et pas de feu, les gens réalisent même pas à quel point c'est grave. En plus, ça coûte pas si cher comparé à une vraie armée. Former des hackers, développer des outils, monter des opérations, c'est beaucoup moins cher que de construire des avions de chasse ou des tanks. Et ça donne des résultats super efficaces. C'est aussi une façon de tester l'ennemi. Tu lances une attaque, tu vois comment il réagit, tu analyses ses failles, et si ça marche bien, tu recommences. Il y a zéro risque politique, ou presque. Parce que tu peux toujours dire « Ah non, c'est pas moi » ou accuser un groupe indépendant, et personne ne peut prouver quoi que ce soit. Donc ouais, aujourd'hui, les cyberattaques, c'est pas un truc secondaire. C'est devenu une vraie arme, au même niveau que les bombes ou les drones. Sauf que là, c'est silencieux, discret, et ça fait très mal. Alors, faut pas croire qu'Israël reste les bras croisés pendant que l'Iran lui balance des attaques. Pas du tout. En vrai, Israël, c'est l'un des pays les plus avancés au monde en cybersécurité. Ils ont misé là-dessus depuis des années. Le gouvernement bosse main dans la main avec des boîtes privées, des anciens de l'armée et même des start-up. C'est presque une industrie chez eux, le cyber. Ils ont des unités spéciales, comme l'unité 8200, c'est un peu leur élite du hacking. Les mecs qui bossent là-dedans, c'est des cerveaux. Dès qu'il y a une tentative d'attaque, ils sont sur le coup, ils enquêtent, ils réagissent super vite. Et souvent, ils trouvent l'origine, ils remontent la piste et, bah, ils contre-attaquent. Pas toujours officiellement, bien sûr. Mais dans ce milieu, tout le monde comprend vite qui a répondu à qui. Israël investit des millions chaque année pour renforcer ses systèmes, former ses experts et rester à la pointe. Ils savent que dans cette guerre, si tu relâches un peu la pression, tu deviens une cible facile. Et comme eux, ils sont attaqués tout le temps, ils n'ont pas vraiment le choix. C'est une sorte de vigilance permanente. Et ce qui est fou, c'est que parfois, ils répondent de façon hyper chirurgicale. Pas de grosse explosion, juste une base de données effacée, un système paralysé ou un message qui apparaît chez l'ennemi. En mode, on sait ce que vous faites et on est là aussi. Donc, ouais, Israël, ils sont pas juste en train de se défendre passivement. Ils mènent une vraie guerre numérique, tout comme l'Iran, mais avec leurs propres méthodes, leurs propres armes et surtout leur réseau de génie derrière les écrans. Tu sais, beaucoup de gens pensent que ce genre de conflit, genre Iran contre Israël ou Iran contre les États-Unis, ça les concerne pas. Genre, c'est loin, ça nous touche pas. Mais en vrai, c'est complètement faux. Parce que dans le cyberespace, il n'y a pas de frontières. Quand deux puissances se tapent dessus avec des virus et des attaques, il y a toujours des effets qui débordent ailleurs. Déjà, les réseaux sont tous connectés. Un virus qui cible une entreprise en Israël peut très bien se retrouver par erreur dans un système européen ou américain. Il y a déjà eu des cas comme ça, où une attaque qui visait un seul pays a fini par foutre le bordel dans des dizaines d'autres. Et les conséquences, c'est pas juste des bugs. C'est des hôpitaux paralysés, des trains bloqués, des données volées. Et puis il faut pas oublier que les groupes de hackers, ils testent leurs outils partout. Ils s'entraînent parfois sur des cibles moins protégées, et ces cibles, ça peut être chez nous,
Genre une petite mairie, un hôpital, un fournisseur d'énergie. Pas forcément pour faire du mal, juste pour s'entraîner. Mais bon, quand tu vois que ça peut couper le courant ou bloquer l'accès à des soins, tu te dis que c'est pas un jeu. Il y a aussi le côté économique. Si un géant comme les États-Unis ou Israël est touché, ça fait trembler les marchés. Et nous, on le sent passer. Hausse des prix, ralentissement, panne chez les prestataires européens, tout est lié. Donc ouais, même si on n'est pas directement dans le conflit, on n'est pas à l'abri. Et c'est pour ça que je dis souvent, faut pas attendre que ça pète chez nous pour commencer à s'y intéresser. Parce que dans ce jeu-là, même ceux qui regardent de loin peuvent finir par se prendre un coup. Comment cela affecte-t-il la France et ses citoyens? Bon, soyons clairs. Même si la France n'est pas directement en guerre numérique avec l'Iran ou avec Israël, on est quand même dans la ligne de mire. Parce qu'en fait, on est connecté à tout. Nos entreprises bossent avec des boîtes américaines, israéliennes, parfois même iraniennes, sans le savoir. Nos systèmes sont branchés aux réseaux mondiaux. Donc, quand il y a une attaque là-bas, il y a toujours un risque que ça déborde ici. Et puis, il y a les hackers qui s'entraînent. Il y en a qui testent leur virus ou leur technique sur des cibles européennes, juste pour voir si ça passe. Ils visent pas forcément la France, mais si on a des failles, ils vont pas se gêner. Et parfois, ils revendent les infos qu'ils volent à d'autres groupes. Donc même si t'as rien à voir avec tout ça, tu peux te retrouver exposé sans le savoir. Ce qu'il faut aussi capter, c'est que les hôpitaux, les mairies, les écoles, les services publics français, ils n'ont pas tous des protections béton. Il y en a même qui tournent encore avec des vieilles machines. Et ça, pour un hacker, c'est comme une porte ouverte. Une fois qu'ils sont dedans, ils peuvent tout bloquer, chiffrer les données, demander une rançon, ou juste tout foutre en l'air pour le fun ou pour le message. Et après, c'est toi, moi, nos proches qui galèrent. On va à l'hôpital, le système est planté. On veut faire une démarche en ligne, ça marche plus. On attend un virement, il y a une panne. Bref, ça peut nous toucher dans la vie de tous les jours, sans qu'on comprenne vraiment d'où ça vient. Et le pire, c'est qu'on se sent pas forcément concerné. On se dit, c'est une guerre lointaine, ça nous regarde pas. Mais justement, c'est ce que ces groupes veulent. Que les gens restent passifs. Alors que si on s'informe un minimum, si on fait gaffe à ce qu'on clique, à ce qu'on installe, à comment on protège nos données, bah déjà, c'est un début de défense. Donc, ouais, la France n'est pas au centre du jeu, mais on est quand même dedans. Et c'est pas un truc à prendre à la légère.